Monsieur le directeur, nous avons donné la définition du concept d'alliance. Nous avons vu aussi l'importance de ces alliances. Vous allez donner une typologie d'alliance qu'il y a en Côte d'Ivoire. Comment les alliances se créent chez nous. Nous allons maintenant parler du contexte et des enjeux actuels. Comment les alliances ou bien les alliances ethniques sont perçues par les Ivoiriens? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite dans ce sens ou pas? Ou quelle est la perception de l'Ivoirien concernant ce concept ou ce mécanisme d'alliance? Moi, je crois qu'on est un peu victime de la définition souvent que les gens font des alliances ethniques. Et tu vois très souvent, du côté par exemple du Burkina ou du Niger, vous allez entendre qu'on parle d'alliance à plaisanterie. Donc quand on parle d'alliance à plaisanterie, les gens ont l'impression que les alliances sont faites pour plaisanter, c'est-à-dire s'insulter les uns avec les autres. Non, ça c'est la partie visible. L'alliance, c'est-à-dire qu'on plaisante pour ne rien prendre au sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une alliance au départ. Donc aujourd'hui, les gens sont victimes de la définition, on dit alliance à plaisanterie. Aujourd'hui, tu rencontres beaucoup d'Ivoiriens qui viennent par exemple à des enterrements pour plaisanter. Oui, ce jeu d'alliance était institué pour dédramatiser certaines situations. Vous avez toutes les peines du monde, vous avez perdu un être très cher, et puis quelqu'un vient, il raconte des plaisanteries, des histoires qui vous font rire pendant que votre maman est couchée, et qui fait en sorte que vous êtes obligé de relativiser le mal que vous avez. C'est comme un sédatif à la douleur, donc, à la peine. Ça avait ce rôle social qui permettait d'apaiser la douleur, de calmer cette crise, qui est la crise de douleur que tu ressens, quelle que soit la colère que tu as, quelle que soit la douleur d'avoir perdu un être cher, quand un allié vient, tu ne peux plus rien faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la force de l'allié de famille qui est le neveu. Tu vas chez les Mossé, quelles que soient les palabres, quand le neveu vient intervenir, au moins ne serait que pour ce jour-là, on va arrêter. Mais aujourd'hui, la perception est galvaudée. Parce que beaucoup qui utilisent les alliances n'en savent pas souvent le fondement et de voir que la partie plaisanterie de la chose. Et quelquefois, c'est énervant parce qu'il n'y a pas de limite. Je ne vais pas donner, en tout cas à ce stade, du propos des exemples, mais on voit souvent des exagérations dans les mariages, dans les funérailles, dans les baptêmes, dans beaucoup d'activités où on se réunit. Quand l'allié est là, on doit le mentionner. Je suis en train de faire cérémonie le 7e jour, et vous avez dû le constater. S'il y a des sénoufos, je dis, est-ce qu'il y a des sénoufos sur la place? Si je suis Koyaka par exemple, ou bien si je suis Sénoufo, je dis, est-ce qu'il y a des Koyaka? Est-ce qu'il y a des Peuls? Est-ce qu'il y a des... D'abord, vous allez remarquer que le Sénoufo est le plus allié à l'ensemble de toute la Côte d'Ivoire. Vous détenez le record d'alliance? En tout cas, pour l'instant, pour les alliances connues, le Sénoufo est allié à presque toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Ça peut s'expliquer ça? Enfin, ça peut s'expliquer, je peux vouloir dire que, si vous voyez, regardez, reprenez l'histoire très récente de la pénétration des conquérants, soit les conquérants européens, français, qui sont venus pour coloniser la Côte d'Ivoire, soit les conquérants comme Samori Touré, soit les conquérants comme Thieba Traoré de Sikasso. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à cette période-là, les différentes tribus ou les différents royaumes étaient attaqués, prenaient les rois de Ségou. C'est une perpétuelle guerre. Quand le gars est assis, il se dit, mais qui est-ce que je peux attaquer demain pour agrandir mon royaume et donc pour agrandir mon taux de perception des impôts? C'est tout ça qui était là. Il y avait cet enjeu. Voilà, il y avait cet enjeu. Donc aujourd'hui, le Sénoufo, pour avoir été guerrier dans le temps, guerrier, et vous allez voir les historiens, vous verrez que on dit Tchébara. Tchébara, c'est le Sénoufo. Mais jusqu'à présent, les historiens se disputent ou bien ne sont pas encore tombés d'accord sur la signification. Mais Tchébara, c'est les gens, celui qu'on envoie. Mais l'histoire récente du royaume de Congo nous montre que les Sénoufos qui sont venus de la zone de Congo, ceux qui sont à Korogo, qui sont à Diawala, qui sont à Niélé, qui sont à Wangolo, tous ceux-là sont venus de Congo, ils sont venus parce qu'ils étaient les guerriers du royaume. L'autre met Tché, l'autre met Chi sur le champ.
soit ils vont cultiver, soit ils vont faire la guerre pour les chefs. Donc, ayant été longtemps guerriers ou maintenant chasseurs et cultivateurs, ils n'ont plus envie de faire de la guerre. Vous constaterez dans tous les récits historiques que Gon a pactisé, le roi Gon, alors que c'est très récent. Gon est mort en 61. Mais je vous parle de la fin du 19e siècle. Je veux dire les années 1880, ou quand le royaume de Niélé, moi je parle d'une zone que je connais, était très puissant. Et donc, Gon a pactisé, a discuté, a négocié avec tous ceux qui venaient l'attaquer, en disant mon peuple ne veut plus faire la guerre. Mon peuple ne veut plus faire la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque vous prenez pour faire, vous voulez de la nourriture. Nous on en a, on vous donne, mais laissez-nous tranquilles. Parce qu'on va se révolter, on va se tuer, vous allez tuer certains d'entre nous, mais vous êtes partis de la Guinée, vous avez tué plein de gens pour arriver chez nous. Mais l'histoire dit que le vieux Gon est le seul qui a fait baisser, pas baisser, en tout cas la garde à Samori Touré, puisque il dit je ne vais pas combattre. Il y a eu un pacte. Mais le même pacte, il l'a fait avec les colons. Il n'y a pas eu de guerre avec les... Sans se renier. Il ne se renie pas, la preuve, il ne s'est pas renié. Et si on prend un raccourci, le vieux Gon a négocié, a préféré la paix de son peuple que la guerre pour obtenir quoi que ce soit. Il était reconnu comme chez lui. Maintenant, l'administration a dit, bon, si on ne combat pas, ça veut dire que tu acceptes nos conditions. Il dit, je les accepte. Donc, l'administration le nomme comme étant intermédiaire de l'administration avec le reste de tous les sénateurs, je vais dire. C'était stratégique, ça? L'administration ne pourra pas contraindre les chefs, les a contournés en nommant des chefs de canton. Ok. Qui, quand on prend historiquement les chefs de canton, je ne vais pas parler dans la famille de Gon, je ne la connais pas, mais je veux dire les chefs de canton en général ne sont pas forcément les chefs de terre ou les chefs de la tribu. En général, ils sont ceux qui collaborent avec l'administration à l'époque coloniale. Et aujourd'hui même, on a beaucoup de chefs de canton qui sont les supplétifs, ou en tout cas, qui sont l'intermédiaire entre l'administration et la communauté. Parce qu'un sous-préfet a beau être influent, mais il ne peut pas entrer dans les villages s'il n'a pas quelqu'un avec qui il va entrer. Mais il ne peut pas mettre un fonctionnaire dans les villages. Donc, les chefs de canton ont aidé à gérer l'administration. Nous sommes dans une période assez sensible. Les élections approchent. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mécanismes ont encore un impact? Comment ces mécanismes peuvent nous permettre d'atteindre sereinement les élections et même aller au-delà des élections? Autrement dit, quelles sont les limites, n'est-ce pas, de ces mécanismes? Avant d'arriver aux élections, que nous sommes en train d'évoluer dans des mondes parallèles. Nous avons parlé d'un mécanisme de gestion de crise qui était un mécanisme traditionnel de gestion de crise qui, elle, était traditionnelle. C'est ça. Nous avons aujourd'hui affaire à des crises qui ne sont pas traditionnelles. Mais qui Ce sont des crises qui sont politiques et qui ne respectent pas la hiérarchisation de nos ethnies. Ça, c'est un Le point sous-préfet notable. peut venir contraindre, alors que d'origine peut, lui, il n'a pas le droit de venir dans le village donner des ordres, mais il est sous-préfet, il s'appelle, excusez-moi, le mien, et je lui fais un petit clin d'œil en passant. Celui de mon village, c'est un Diakité. Les Diakités sont des Peuls. Un Peul ne peut pas venir et donner des ordres à, j'ai failli dire à un autre, à un Sénoufo. Dans le contexte traditionnel, bien entendu. Tout à fait. Mais aujourd'hui, le sous-préfet, on le respecte. On enlève le bonnet, on se décoiffe. Normal, c'est le représentant de l'État. Voilà. Donc nous évoluons dans deux mondes qui n'ont pas les mêmes règles. Et tant qu'on n'harmonise pas les règles, on ne peut pas prendre la règle d'une tradition pour régler les problèmes de notre tradition. Avant d'arriver aux élections, il y a les crises. Bien sûr. Que la Côte d'Ivoire a connues, dont une des crises guerrières avec affrontement
entre beaucoup de peuples. Donc aujourd'hui, on est en train de chercher, ou du moins on se pose la question, est-ce que les mécanismes traditionnels comme les alliances interethniques peuvent aider à pacifier les débats? Et je viens de dire que j'ai comme l'impression qu'on évolue dans deux mondes parallèles. Les règles qui étaient dites traditionnelles, quelles qu'elles soient ethniques, qu'elles soient du mariage, qu'elles soient l'administration coloniale, maintenant, dans laquelle nous sommes entrés pour faire l'indépendance, a méprisé toutes les règles traditionnelles. Les règles du mariage. Si tu n'es pas allé à la mairie, jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas marié, mais quand tu es marié au village, que tu es l'enfant de ton père, tout le monde sait qui est ton mari, mais l'administration seule, la loi seule ne reconnaît pas. Ton papa, enfin, même certaines de notre génération ont 2 ou 3 ou 4 femmes. La loi ne reconnaît qu'une femme. Mais aux yeux de la communauté, il est le mari de ces 3 femmes ou de ces 4 femmes. Mais, donc, on continue d'évoluer sans régler ce genre de problème. Donc, je ne pense pas que, actuellement, ceux qui sont les politiciens, ils ne connaissent pas ces règles parce qu'ils ne les ont pas apprises et on leur a dit les règles qu'ils ont apprises. Soit elles sont politiques, soit elles sont religieuses, elles sont au-dessus des règles traditionnelles. Résultat, quand tu appelles un chef traditionnel pour venir gérer un problème politique, il a du mal. Pendant la crise militaire, on va dire, même pas militaire, il y a eu des tirs entre les communautés. J'ai entendu des exemples dans la crise qui a opposé, ou du moins dans les coups de feu, échange de coups de feu qui ont opposé les rebelles, ceux qu'on appelait donc à cette période les rebelles, qui ont attaqué les loyalistes. Un soldat ivoirien, loyaliste, était du contingent du convoi pour aller, je vais citer les régions sans citer les personnes. Il est allé dans la zone de Bouna pour sécuriser l'État. Mais des rebelles à l'époque aussi sont entrés dans cette zone. Mais les rebelles, quand ils sont arrivés, excusez-moi, les rebelles avaient des treillis. Okay. Les loyalistes avaient des treillis. Ça. La population locale avait des flèches. Puisque eux ne savent pas qui est qui, tout le monde tire. Ils ont tous des treillis. Nous, on est traditionnalistes, on est dans notre village, on entend des tirs. Qui est qui là, on ne sait pas qui est qui. Donc, un lobby se cache dans un fourré quelque part, et puis il voit sortir un soldat avec une arme. Il tire sa flèche qui est empoisonnée. La flèche atteint mortellement un Sénoufo. Qui, avant de tomber, dit non, ne tirez pas, je suis Sénoufo. Sénoufo, il est tombé, évanoui sur place. Celui qui a tiré il l'a pris à bras le corps, aidé de ses collègues. Ils ont couru jusqu'au chef du village. Voilà, et ça fonctionne. Pour dire, voilà, on ne savait pas que c'est Sénoufo, on a tiré, or on ne voit pas. Si le sang de ce Sénoufo est versé sur notre terre, on est maudit. Voilà. Donc, ils ont pris, et je te parle d'un cas réel. Pas que j'ai vécu, je connais des gens qui l'ont vécu. Donc, on prend le gars, ils ont utilisé toutes les chimies possibles pour le guérir à Bouna, ils n'ont pas réussi. Ils sont venus avec lui au CHU. C'est-à-dire, c'est la communauté de là-bas qui a dit qu'il ne faut pas que ce gars-là meure. Il ne faut même pas que ses parents sachent qu'il a eu problème chez nous. Qu'il soit rebelle ou qu'il soit loyaliste, ce n'est pas ça leur problème. Mais c'est un Sénoufo, il ne fallait pas qu'il meure. Ils l'ont emmené ici, au CHU. Malheureusement pour nous tous, il est mort. Il n'y a pas de conséquences graves parce que les gens ont tenu, ils ont fait ce qu'ils fallait faire. Mais la flèche empoisonnée était déjà rentrée, ils ne pouvaient plus faire quoi que ce soit. Mais les funérailles ont eu lieu pendant la crise ici à Bobo. Et nous y avons assisté, il y a eu ce témoignage-là. Et les parents, le but sont venus pour, encore une fois, demander qu'est-ce qu'il y a à payer. Bon, quand on est dans la douleur, on dit, bon, il n'y a rien à payer, il y a ceci. Mais ils étaient à leur place. Mais ça n'a pas empêché que la guerre continue dans la zone. Ça n'a pas empêché que des Sénoufos tirent sur des lobbies. Ça n'a pas empêché. Mais à ce moment-là,
Ce n'est plus la tradition. La balle qui part n'est pas une balle Sénoufo, n'est pas une flèche. Vous voyez? Donc, je ne crois pas. Pour que les alliances puissent nous servir, il faut d'abord que nous, on l'instaure comme une règle de la République. Nous avons une République qui marche avec des règles, avec des gens qui ne connaissent pas les règles de cette République. Et on nous les dit que quand on les a enfreint, tu veux dire. Donc, un traditionnaliste qui a marié ses 3 ou 4 femmes, qui a fait plein d'enfants, c'est quand il veut venir faire un document, on lui dit non, non, tu n'es pas marié à cette femme. Ou bien quand il y a la succession, après la mort, on va lui dire, ah non, mais c'est une seule femme qui est mariée légalement, c'est elle qui a. Donc, l'héritage, c'est elle. Et comme dans la période où la loi dit monsieur et madame sont égaux, donc on partage les biens. Tous ceux qui sont des autres femmes là ne sont plus concernés. Mais pourquoi on voit la réalité au lieu de chercher à la comprendre et à l'encadrer, on l'ignore et on crée des lois qui vont contre ça. Donc je dis, les règles traditionnelles étaient faites pour gérer la société traditionnelle. Elles sont très souvent inefficaces dans le règlement des conflits qui sont actuels et politiques. Mais ils peuvent l'être. Mais pour qu'ils soient, ceux qui sont dans la tradition, ils connaissent les règles de la tradition. Chacun les connaît. Mais ici, on ne connaît pas toutes les règles. Et ceux qui parlent, on est beaucoup. On est plusieurs qui sont venus d'horizons divers et on n'a que l'administration et les lois de l'administration pour nous gérer. Mais ceux-là ne connaissent pas les règles traditionnelles. Tout le monde est d'accord que les alliances sont intéressantes. Mais tout le monde ne les connaît pas. J'ai vu à un moment donné, je pense qu'on va en reparler, comment elle est perçue aujourd'hui, pas par les politiciens, mais par la société elle-même. J'ai dit, à un moment donné, j'ai dit que les gens ne voient que le côté plaisanterie, mais ça va plus loin. On ne voit même quand deux ethnies, si c'est nous faut marier une femme gourou ou vice versa, ça c'est un gourou qui a marié. Quand il y a un conflit dans leur famille, d'abord ils ne peuvent pas se séparer. Parce que avant de les mettre ensemble, on dit, vous savez que nous sommes alliés, vous êtes venus vous mettre ensemble. Faites pas en sorte que nos deux, parce que quand on fait un mariage, c'est le lien entre deux familles, entre deux tribus, quelquefois entre deux pays ou deux royaumes. Mais si vous deux, par vos palabres matrimoniales, vous faites en sorte que les tribus ne peuvent pas se mettre ensemble, vous mettez la société en danger. Donc on va intervenir dans votre foyer, on va vous obliger à rester ensemble. Parce que vous n'avez pas le droit. Mais si vous savez ça, si vous savez que tu ne peux pas respecter ça, il ne faut pas rentrer dedans. Donc, aujourd'hui, oui, les alliances interethniques pouvaient. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons une chambre des rois et des reines. J'ai une question pour voilà. Ça. Donc, ceux-là, il ne faut pas qu'ils soient là comme une simple chambre. Parce qu'une chambre, elle est toujours consultative. Mais il faut qu'ils fassent des propositions. Aujourd'hui, la politique en Afrique, elle n'est pas très politique, elle est sociale. Je veux dire, sociologique, pardon. Je veux dire, quand tu es d'une région et que tu es candidat à une élection, n'importe laquelle, les autres voient mal que tu ne sois pas de cette région et que tu es candidat là-bas. Ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Si on en est dans une Côte d'Ivoire où chacun croit que telle zone m'appartient, comment toi, tu peux être un comme ça? À partir de ce moment-là, nos règles ne peuvent plus se gérer. Puisque, une fois qu'on sera d'accord que les règles des Sénoufo, ou les règles des Abidji, ou les règles de ceux de Bonois, on les met ensemble, on les connaît, on les utilise et pour travailler. Mais on les minimise, on les met dans un coin, on les utilise pour faire la plaisanterie. Alors que, en ce qui nous concerne, quelle que soit la hiérarchie d'un allié, quel que soit le poste qu'il occupe dans la société, quand je me présente, quelquefois ils peuvent dire, bon, c'est pas le lieu. Mais si je rentre, je peux citer plus que je suis nouveau, je peux citer, si je rentre dans le bureau de Mabri Touakes et que je dis que je suis nouveau, quel que soit le protocole, il y a des brimades.
qui ne peut pas accepter que ces gens me passent. Ouais. Si je rentre chez Flendé, je parle plus les Yacouba, mais c'est pareil pour eux. Vous vous rappelez une image qui a fait la boucle pendant les funérailles d'Amadou, où un Koyaka a été expulsé de la foule. Bon, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. Mais lui, il n'aurait pas dû aussi enfreindre le protocole. Tu parles à des gens qui ne connaissent pas les règles que tu veux faire appliquer. Un Sénoufo meurt ici. On va l'enterrer. Un Koyaka ou un Maouka ou un gourou entre dans la tombe pour dire si vous ne me donnez pas 1 million, je ne sors pas. C'est sûr. S'il n'a pas affaire à des gens qui comprennent le geste qu'il a posé, Ça ne passera pas. on peut l'enterrer. Lui, il va courir pour sortir. Mais lui aussi, il doit savoir que c'est un principe. Si tu dis je veux 1 million qu'on t'a donné 1 franc, tu sors. Oh, ce qu'on voit aujourd'hui là. Non, 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 ils ont donné 1000 francs. On n'est pas d'accord. On accepte. C'est comme une grève. On donne un peu, vous dites tant vous n'avez pas tout, vous ne faites pas. Non, non. Le principe. Le mécanisme devait galvauder. Voilà. Le mécanisme est galvaudé. C'est une marchandisation de ce même. Exactement. Ça, c'est ceux qui ne la connaissent pas, mais toutes les règles sont pareilles. Ceux qui ne la connaissent pas, ils la galvaudent et les utilisent à des fins personnelles. Merci beaucoup.